Le 22 juin 1941, à l'aube, sur la piste boueuse de l'aérodrome de Dunaburg, en Lettonie occupée. Le grondement des moteurs Merlin des Hurricanes britanniques alliés aux soviétiques masque à peine le crépitement distant des mitrailleuses. L'air est chargé d'une humidité poisseuse, mélange de rosée et de kérosène brûlé, tandis que le vent du nord-est porte l'odeur âcre de la poudre et de la terre remuée. Vous sentez le sol vibrer sous vos bottes comme si la terre elle-même anticipait l'assaut. Le lieutenant Hans Weber, 26 ans, pilote chevronné de la Jagdgeschwader 54, la célèbre JG-54 Porc-Épic, ajuste son casque en cuir usé, ses yeux bleus plissés scrutant le ciel laiteux. Son Messerschmitt Bf 109E, matricule jaune 7, attend, son nez pointu luisant sous les premiers rayons du soleil. À ses côtés, le major Günther von Klug, commandant de l'escadron, hurle par-dessus le vacarme. « Weber, restez en formation, pas de folie aujourd'hui. Les I-16 des Russes grouillent comme des mouches, mais on suit le plan. Couverture aérienne pour les Stuka. Ordre du haut commandement. » Hans hoche la tête, mais son esprit est ailleurs. Il a vu trop de camarades tomber lors des escarmouches frontalières ces dernières semaines. Les Yaquins soviétiques, agiles et vicieux, ont déjà abattu 3 de ses amis en une seule sortie. Il serre les poings gantés, sentant le poids du canon de 20 mm dans les ailes de son avion. Le mécanicien, un gamin polonais réquisitionné, lui fait un signe de pouce levé et Hans grimpe dans le cockpit exigu. Le tableau de bord s'allume. Altimètre, variomètre, indicateur de vitesse. Il enclenche le contact et le moteur Daimler-Benz DB 601 rugit à la vie, un hurlement primal qui fait trembler la verrière. Dehors, l'escadron se met en ligne, 12 Bf-109, leur croix noire bien visible sur les ailes. Von Klug, dans son rouge 1, lève le bras depuis son cockpit ouvert. Les signaux lumineux clignotent sur la tour de contrôle. Décollage imminent. Hans pousse la manette des gaz et son avion s'élance sur la piste glissante, les roues patinant dans la boue. L'ascension est brutale. Le monde bascule alors que le 109 grimpe à 400 km/h, le vent sifflant contre la carlingue. En quelques secondes, il surplombe la forêt de pins sombres. Les lignes allemandes serpentant vers l'est comme des veines d'acier. À 3000 mètres, la formation se stabilise. Von Klug voit Rauch dans la radio, ordonne « Gardez l'altitude, escadron !» Les Ju-87 descendent sur Minsk, couvrez-les. Hans scanne l'horizon, ses yeux perçant la brume. Soudain, un point au loin. Une escadrille de MiG-3 soviétiques, silhouette élancée avec leur moteur radio AM-35A vrombissant. Ils sont 10, volant bas pour intercepter les bombardiers allemands. « Contact à 2 heures, 10 bogeys !» crie Hans dans son micro, son cœur battant la chamade. La radio explose en ordre. Engagé en paire, pas de poursuite solitaire. Mais Hans voit une ouverture. Les MiG volent en V lâche, leurs pilotes inexpérimentés. Beaucoup sont des recrues de l'armée rouge, paniqués par l'invasion éclair de l'opération Barbarossa. Von Klug insiste. « Weber, restez avec moi, c'est un piège. » Hans hésite, ses mains moites sur le manche. Il se souvient de Berlin, de sa fiancée, attendant une lettre qu'il n'a pas envoyée. La guerre n'est pas un jeu d'échecs. C'est du sang, du feu, des vies volées en un clin d'œil. Ignorant l'ordre, Hans bascule son avion sur l'aile droite, plongeant en piqué à 600 km/h. Le monde tournoie, le sifflement du vent devient un cri. L'adrénaline coule dans ses veines comme du feu liquide. Vous imaginez-vous là, coincé dans ce cockpit, le G-Force plaquant votre corps contre le siège, le viseur gyroscopique clignotant. Les MiG grossissent dans son pare-brise. Il ouvre le feu trop tôt. Ses 2 MG-17 de 7, 92 mm crachant une rafale qui rate de justesse le leader soviétique. Le commandant ennemi, un capitaine dans un MiG marqué d'une étoile rouge, vire brusquement, ses canons Schwak de 20 mm tonnant en réponse. Une balle effleure l'aile de Hans, arrachant un morceau de métal avec un claquement sec. « Merde !» jure-t-il en allemand, tirant sur le manche pour une chandelle verticale. Son 109 grimpe comme une flèche, inversant la position.
Les autres MiG tourbillonnent, confus, leurs moteurs hurlant dans la poursuite. Von Kluge hurle dans la radio. « Weber, remontez, idiot! Vous allez vous faire massacrer !» Mais Hans est lancé. Il boucle une boucle serrée, le moteur protestant sous la contrainte, et se retrouve sur la queue d'un MiG isolé. Cette fois, il vise juste. Une salve du canon moteur MGFF déchire le fuselage adverse. L'avion soviétique explose en une boule de feu orangée, débris volant comme des étincelles dans le ciel matinal. Un down. Les 9 autres MiG se resserrent, leurs pilotes criant en russe dans leur propre radio. « Bandits allemands, flanquez-le !» Hans ne recule pas. Il pique à nouveau, slalomant entre les traînées de balles. Le silence entre les tirs est oppressant, brisé seulement par le craquement statique de la radio. Il sent la sueur couler sous son masque à oxygène, son pouls un tambour de guerre. Un second MiG entre dans son collimateur. Il presse la détente et les balles labourent le cockpit ennemi. Le pilote soviétique, un jeune sergent de Moscou, s'affale sur son manche, l'avion partant en vrille incontrôlée vers le sol, s'écrasant dans une explosion de terre et de flammes. 3 minutes se sont écoulées depuis sa désobéissance. Les Stuka, en dessous, piquent sur leur cible, leurs sirènes hurlantes, les célèbres trompettes de Jéricho, semant la panique dans les rangs russes. Mais pour Hans, le monde se réduit à ces 9 ombres menaçantes. Von Kluge, furieux, ordonne à l'escadron « Couvrez Weber, mais qu'il arrête cette folie !» Hans rit nerveusement, un son étouffé par le masque. Il sait que c'est suicidaire. Son carburant fond, ses munitions diminuent. Pourtant, une rage froide l'anime, pour ses frères d'armes, pour l'Allemagne acculée. Un MiG le frôle, ses balles ricochant sur la queue du 109. Hans contre-attaque avec un virage couché, alignant un 3e ennemi. Le tir est précis, le réservoir du MiG s'embrase, et l'avion devient une comète filante, disparaissant dans les nuages bas. 3 down en 5 minutes. Les Soviétiques paniquent, leur formation se disloque. Vous pouvez presque entendre leurs cris de frustration, le vent portant l'écho des moteurs en détresse. Mais le danger monte. 4 MiG convergent sur lui, leurs canons crépitants. Hans pousse son avion au maximum, le DB-601A gémissant. Une alarme retentit dans le cockpit. Pression d'huile faible. Il doit choisir, fuir ou continuer cette danse mortelle. La radio grésille une dernière fois. Weber, extrémé, c'est un ordre. Si vous voulez suivre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Pourtant, au fond de lui, Hans sait que ce n'est que le début. 9 minutes plus tard, le ciel changera à jamais. Hans vire sec à gauche, son Messerschmitt Bf 109E protestant sous la force centrifuge, les ailes frémissant comme si elles allaient se détacher. Le ciel, ce matin du 22 juin 1941, est un chaos de traînées blanches et de soleil pâle filtrant à travers les nuages bas au-dessus des plaines lettonnes. Les 4 MiG-3 restants, ces chasseurs soviétiques élancés avec leurs moteurs radio AM-35A, grondant comme des bêtes affamées, se déploient en un arc menaçant. Leurs pilotes, des hommes de l'armée de l'air rouge, peut-être des vétérans de la guerre d'hiver contre les Finlandais ou des novices terrifiés par l'invasion barbare, ajustent leur trajectoire, leurs canons Schwak de 20 mm prêts à cracher la mort. Weber, extrémé, nom de Dieu. La voix de von Kluge craque dans la radio, un mélange de rage et d'inquiétude paternelle. L'escadron JG-54, ses ports épiques du ciel, commence à descendre pour le couvrir. 2 Bf-109 piquent en paire, leurs mitrailleuses MG-17 balayant l'air. Mais Hans est trop loin, isolé dans sa bulle de folie. Son carburant clignote à 40%, les jauges tremblant comme son propre cœur. Il sent l'odeur âcre de l'huile chaude infiltrant le cockpit, le harnais mordant ses épaules, alors qu'il pousse le manche en avant pour un nouveau plongeon. Imaginez-vous là-haut, le monde réduit à un tunnel de vitesse et de peur, le vent hurlant contre la verrière comme un loup enragé. Un des MiG, marqué d'une bande jaune sur l'empennage, probablement le lieutenant Ivanov,
Un pilote de l'escadron 126 IAP, basé près de Riga, se colle à sa queue. Les balles sifflent, percutant le stabilisateur arrière avec des claquements métalliques qui résonnent comme des coups de marteau dans sa poitrine. Hans tire sur le manche, initiant un tonneau inversé, le 109 pivotant sur son axe dans un tourbillon qui fait monter la bile dans sa gorge. Les G-forces écrasent son corps, 5 G au moins, transformant ses bras en plomb. Il émerge de la manœuvre, le viseur gyroscopique enfin aligné sur le poursuivant. « Pas aujourd'hui, Ivan le Terrible », murmure-t-il pour lui-même, pressant la détente. Le canon moteur MGFF de 20 mm et les deux MG-17 déchargent une salve dévastatrice. Les projectiles labourent le fuselage du MiG, arrachant des étincelles et du métal tordu. L'avion soviétique vacille, son pilote luttant pour le redresser. Mais c'est trop tard. Une explosion jaillit du réservoir, enveloppant la queue en une flamme vorace. Le MiG bascule, spirale vers le sol en un hurlement décroissant, s'écrasant dans une forêt de pins avec un grondement sourd qui fait vibrer l'air, même à 4000 mètres d'altitude. 4 down, 6 minutes depuis sa désobéissance. Les 3 MiG survivants hésitent, leur formation brisée comme du verre sous un marteau. Dans leur cockpit, les pilotes échangent des regards invisibles, leur radio saturée de cris en russe. « Kovrov, couvre-moi, il est seul, abattez-le !» L'un d'eux, un sergent chevronné aux commandes d'un MiG cabossé par des réparations hâtives, tente une attaque frontale, fonçant droit sur Hans à 500 km/h. C'est une tactique désespérée, héritée des dogfights polonais de 1939, mais Hans l'anticipe. Il vire à plat, slalomant entre les balles traçantes qui zèbrent le ciel comme des éclairs rouges. Von Kluge et 2 autres pilotes de la JG-54 arrivent enfin, leurs 109 formant un mur de feu. « Bonne chasse, Weber, mais finissez-en et rentrez !» ordonne le major, son rouge 1 crachant une rafale qui force un MiG à rompre. Hans profite de la diversion. Il grimpe en chandelle, le moteur Daimler-Benz DB601A forçant à fond, injectant du méthanol pour booster la puissance. À l'apex de sa montée, il inverse, tombant comme une pierre sur le dos du sergent soviétique. Le tir est chirurgical, une courte rafale du canon qui traverse le cockpit, pulvérisant les commandes. L'avion ennemi explose en vol, débris volant comme une pluie de ferraille. 5 down. 8 minutes écoulées. Le ciel semble retenir son souffle, le silence entre les moteurs un vide oppressant. Mais la victoire est amère. Les 2 derniers MiG, sentant la marée tourner, se replient vers l'est, leurs silhouettes rapetissant contre l'horizon brumeux. Hans les pourchasse un instant, l'instinct le poussant, mais Von Kluge le rappelle durement. « Assez, formation, maintenant ! Les Stuka ont besoin de nous pour le prochain assaut sur Daugavpils. » Hans relâche la pression sur la gâchette, son doigt engourdi. Il jette un œil au tableau de bord. Munitions à 20%, huile sous pression critique et le carburant. 15%. Son avion tremble, un râle dans le moteur signalant l'usure. En bas, les Junkers Ju-87 Stukas. Ces piqueurs infernaux, avec leurs sirènes hurlantes, remontent de leur mission, leurs bombes de 500 kilos ayant ravagé un convoi soviétique sur la route de Minsk. Les explosions distantes montent comme des échos triomphants, la terre noire fumant sous les cratères. Hans rejoint la formation, son jaune 7 se calant à l'arrière, ailes inclinées en salut muet. Von Kluge, dans un rare moment de chaleur, ajoute dans la radio « Vous êtes un fou, Weber !» Mais un fou chanceux, 5 kills en 9 minutes. Le Führer en personne voudra votre rapport. Pourtant, alors que l'escadron pique vers la base, Hans sent un poids nouveau sur ses épaules. Les camarades l'acclament par radio, porc-épic invincible, mais il sait que la désobéissance a un prix. Les officiers du haut commandement, ces stratèges de Berlin obsédés par l'ordre, ne tolèrent pas les héros solitaires. Et en scrutant le ciel, il aperçoit au loin d'autres points. Une vague de Yak-1 soviétiques, plus nombreux, plus déterminés, convergeant depuis le nord. La bataille n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Le vent froid du Baltique porte déjà les murmures d'une tempête plus grande. Les points au loin grandissent rapidement.
ces Yak-1 soviétiques surgissant des nuages comme des spectres vengeurs. Hans, encore essoufflé par son duel solitaire, ajuste son masque à oxygène, le plastique collant à sa peau moite. Son BF-109E, jaune 7, vrombit d'un ton irrégulier. Le moteur Daimler-Benz DB601A, tout sautant sous l'effort prolongé comme un coureur à bout de souffle. À 3500 mètres au-dessus des plaines lettonnes, le vent du nord-est fouette la carlingue, portant l'odeur fantôme de la fumée des crashs récents. En bas, les cratères fumants des bombes Stuka marquent la terre comme des cicatrices fraîches, et les colonnes de poussière s'élèvent des routes dévastées menant à Daugavpils. Von Klug, dans son Rouge 1, pivote légèrement pour alerter l'escadron. Contact à 11 heures, 12 Yak-1 au moins. Formation serrée, garçon. Pas de bêtises cette fois. Sa voix dans la radio est un roc, mais Hans perçoit l'urgence sous-jacente. Les Yak-1, ces chasseurs monomoteurs soviétiques, avec leurs moteurs Klimov M105P fluides et leurs ailes effilées, sont des machines redoutables en combat tournoyant, plus agiles que les MiG, conçus pour les dogfights serrés inspirés des Spitfire capturés. Leurs pilotes, souvent des as de l'école aérienne de Kharkov, volent en meute coordonnée, leurs radios crachotant des ordres en russe codé. Hans sent son pouls s'accélérer à nouveau, l'adrénaline résiduelle se muant en une alerte froide. Il a déjà 5 victoires à son tableau de bord, 5 kills confirmés en 9 minutes folles, mais ces nouveaux bogeys promettent une bataille plus féroce. « Je les prends par le flanc gauche », propose-t-il dans le micro, sa voix rauque filtrée par le bruit ambiant. Von Kluge hésite une seconde. « Négatif, Weber. Restez en couverture haute, laissez les ailes droites engagées. » Mais Hans, avec ce feu intérieur qu'il a déjà poussé à la désobéissance, incline déjà son avion. Vous vous imaginez là, les mains crispées sur un manche imaginaire, le cœur cognant contre vos côtes, tandis que le sol bascule sous la verrière. L'escadron JG-54 se déploie en un V inversé, 12 BF-109 filant à 450 km/h, leur moteur injectant du méthanol pour un boost temporaire. Les Yak approchent en ligne, leurs hélices tripalmes mordant l'air avec un bourdonnement distinctif. Soudain, la radio soviétique, interceptée par les Allemands, grésille. « Comrade, ciblez le jaune 7, c'est lui qui a eu nos MiG. Comment le savent-ils? Peut-être un survivant radio ou une rumeur qui se propage comme la poudre. » Hans se jure intérieurement. Sa gloire solitaire le marque comme une cible prioritaire. Le premier engagement est brutal. Un Yak-1, piloté par un capitaine aguerri nommé Petrov, un vétéran des purges staliniennes qui a survécu par sa ruse, fond sur l'arrière de la formation allemande. Ses 2 canons Schwak de 20 mm et ses mitrailleuses Bérésine UB crachent une salve qui crible l'aile d'un BF-109 voisin, le Bleu 4, piloté par le lieutenant Müller. L'avion allemand fume, le pilote éjectant en urgence, son parachute s'ouvrant comme une fleur blanche contre le ciel gris. « Müller down! Éjecté, mais vivant !» hurle quelqu'un dans la radio. Hans réagit instantanément, basculant en virage couché pour intercepter le Yak victorieux. Le duel s'engage à 500 mètres de distance, les 2 avions se croisant en un éclair. Hans tire une rafale préventive, ses MG-17 traçant des lignes de feu qui frôlent le fuselage soviétique. Petrov contre-attaque, ses balles percutant le radiateur du 109 de Hans avec un bruit de grêle sur tôle. La température monte en flèche dans le cockpit, une alarme stridente retentit, le liquide de refroidissement fuyant comme du sang. « Chaleur excessive! Weber, sortez de là !» aboie von Klug, mais Hans pousse le manche, initiant un split S pour inverser la position. Le monde tournoie, les forces G plaquant son corps contre le siège en toile, ses visions se brouillant au bord. Émergeant sous le Yak, Hans aligne son viseur. Cette fois, c'est le canon MGFF qui parle. Une explosion courte et précise déchire le ventre de l'avion ennemi, touchant le réservoir d'essence. Le Yak explose en une boule de feu compacte, Petrov n'ayant pas le temps d'éjecter. Son corps carbonisé s'écrase avec les débris dans un champ de seigle en dessous, semant la panique parmi les troupes soviétiques au sol. 6e kill.
10 minutes depuis le début de sa folie. Les autres yaks furieux se ruent en piqué coordonné, leur moteur hurlant comme une meute de loups. Von Klug engage à son tour, son rouge 1 abattant un yak d'une salve experte, mais l'escadron souffre. Un autre BF 109 est touché. Son pilote, un jeune sergent de Bavière, forçant un atterrissage d'urgence près des lignes allemandes. Hans slalom entre les traînées de balles, son avion dansant une valse mortelle. Il en abat un 7e, un yak isolé dont le pilote, un gamin de Leningrad, panique et vire trop serré, entrant en vrille fatale après une rafale dans le moteur. Les explosions se succèdent, le ciel s'emplissant de fumée noire et d'odeurs de caoutchouc brûlé qui s'infiltrent même à cette altitude. Mais le coup monte. Un yak frôle Hans par le travers, ses balles arrachant un morceau de verrière. Des éclats de verre volent, entaillant sa joue gauche. Le sang coule chaud, salé, mélangeant à la sueur. « Weber, vous saignez, rentrez !» crie von Klug, couvrant son aile avec 2 autres 109. Les Soviétiques, perdant 3 appareils en 2 minutes, commencent à se replier, leur formation se disloquant sous la pression. Pourtant, Hans sent l'épuisement. Son moteur surchauffe, les jauges virent au rouge, et le carburant clignote dangereusement bas. Il boucle un dernier virage, alignant un 8e yak, un appareil marqué d'une faucille rouge, piloté par un as chevronné, mais rate de justesse, les balles filant dans le vide. L'escadron se regroupe, les survivants, 9 BF 109 sur 12, formant un cercle protecteur. En bas, les Stuka ont achevé leur ravage. Un pont sur la Daugava est en flammes, coupant les renforts soviétiques. Von Kluge, haletant dans la radio, lâche « Bon travail, Porks et Pix. Weber, vous avez doublé votre score. » Mais à quel prix? Direction base, pleine puissance. Hans acquiesce en silence, son avion boitant vers l'ouest. Le sang goutte sur son tableau de bord, tachant les instruments. 8 kills confirmés, mais 2 camarades perdus. Et au loin, d'autres vagues se profilent. Les rapports radio parlent d'une escadrille de l'A5 en approche, plus moderne, plus mortelle. Tandis que le sol monte à l'horizon, Hans ferme les yeux un instant, le ronronnement du moteur un lullaby trompeur. La désobéissance l'a élevé au rang de légende. Mais les ombres du commandement s'allongent déjà. À la base, les interrogatoires attendent. Et avec eux, les conséquences d'un héros trop imprévisible. Le vent froid porte les échos distants d'autres moteurs, rappelant que la Barbarossa n'épargne personne. Les roues du Messerschmitt Bf 109E jaune 7 touchent la piste boueuse de Dunaburg avec un choc sourd, les freins hurlant contre le sol détrempé par la rosée matinale. Hans Weber sent son corps se détendre enfin, les muscles noués par l'effort se relâchant comme des cordes usées. Le moteur Daimler-Benz DB 601A s'éteint dans un râle final, laissant place au silence relatif de l'aérodrome. Le crépitement des radios au loin, les cris des mécanos polonais réquisitionnés courant avec des chiffons et des outils, et l'odeur persistante de caoutchouc brûlé qui colle à sa combinaison de vol. Son visage entaillé palpite, le sang séché formant une croûte salée sous son œil gauche. Il bascule la verrière, l'air frais du Baltique envahissant le cockpit exigu chargé d'humidité et de kérosène. Von Klug atterrit juste derrière, son rouge 1 taxiant avec précision malgré les impacts de balles visibles sur l'aile. L'escadron JG-54, réduit à 9 appareils cabossés, se range en ligne irrégulière, les moteurs s'arrêtant un à un comme une symphonie agonisante. Les pilotes descendent, claquant des bottes sur la boue, se tapant l'épaule en rire nerveux pour masquer la peur. « 8 kills, Weber, vous êtes un démon !» lance le lieutenant Schultz, un grand blond de Hambourg, son casque sous le bras, mais ses yeux trahissent l'épuisement. Hans descend de l'échelle tendue par un mécano, ses jambes flageolantes, le monde oscillant encore, comme après un tour de manège infernal. Vous vous sentez là, les oreilles bourdonnantes du vide post-combat, le cœur cognant un rythme erratique contre vos côtes. Le major Günther von Klug s'approche à grands pas, son visage buriné par des années de campagne,
Pologne, France, maintenant cette Barbarossa impitoyable, plissée en une grimace mi-admirative, mi-furieuse. Weber, dans mon bureau, immédiatement. Sa voix est un ordre sec, sans appel, coupant court aux félicitations des autres. Hans hoche la tête, essuyant le sang de sa joue avec le dos de sa main gantée. Les mécanos s'affairent déjà autour du jaune 7. Un trou béant dans le radiateur, des impacts de Schwach sur la queue et le tableau de bord taché de rouge. « Il tiendra pour la prochaine sortie, Herr Lieutenant », marmonne le chef mécano. Un vieux letton aux yeux lasses, mais Hans sait que c'est une rustine sur une plaie ouverte. Le bureau de von Klug n'est qu'une tente kaki déprimée au bord de la piste, flanquée d'un poste radio FUG-7 et de cartes froissées de la région balte. À l'intérieur, l'air est étouffant, imprégné d'odeurs de tabac et de papier humide. Von Klug allume une cigarette, en offre une à Hans, qui refuse d'un geste las. « Asseyez-vous, lieutenant, et expliquez-moi cette manœuvre suicidaire. » Hans s'installe sur une caisse de munitions, sentant le poids du regard de son commandant. Dehors, les bruits de la base filtrent. Un Ju-52 atterrit avec un vrombissement lourd, transportant des munitions pour les Stuka, et des éclats de rire fusent d'un groupe de pilotes relatant leur duel, autour d'un thermos de café ersatz. Les MiG étaient là, Air Major. Une ouverture parfaite. Si j'avais attendu la formation, ils auraient massacré les Stuka. Hans parle calmement, mais sa voix tremble légèrement, l'adrénaline retombant en un vide abyssal. Il revoit les explosions, le premier MiG en boule de feu, le yak de Petrov s'embrasant comme une torche. Von Kluge expire une bouffée de fumée, ses yeux gris scrutant Hans, comme s'il évaluait un rapport de renseignement. 8 confirmés, 5 MiG, 3 yak. Le rapport radio de la Luftwaffe le diffuse déjà à Berlin. Le Gruppenkommandeur Rahl veut vous décorer, croix de chevalier peut-être. Mais la désobéissance. Le haut commandement n'aime pas les loups solitaires. Göring lui-même a ordonné des formations strictes pour Barbarossa. Pas de héros de l'Ouest ici, c'est une guerre d'usure. Hans serre les poings, sentant la tension remonter. Il pense à Müller, éjecté mais peut-être blessé, et au sergent bavarois écrasé dans son atterrissage forcé. Et les pertes, 2 de nos gars pour 8 des leurs. C'est un bon ratio. Von Klug secoue la tête, écrasant sa cigarette sous sa botte. C'est la guerre, Weber. Mais vous avez risqué l'escadron entier. Si les Yaks vous avaient tués, les Stuka auraient été des canards à la foire. Et maintenant, il pointe une carte. Des flèches rouges marquant l'avance du groupe d'armées nord vers Leningrad. Mais des points bleus indiquent des concentrations aériennes soviétiques en renfort. Les Russes apprennent vite. Leur LA-5 arrive par convoi depuis l'Oural. Moteur radio Shvetsov AH-82, plus puissant que nos DB-601. Et ils savent pour vous, votre jaune 7 est une cible. Un grondement distant interrompt la conversation. Des moteurs au loin, pas allemands. Von Klug attrape le combiné radio. Tour, rapporté, Bogey. La réponse craque. Escadrille soviétique, 8 La-5, vecteur ouest. ETA 5 minutes. Hans bondit sur ses pieds, l'instinct reprenant le dessus. Je vole, Air Major. Réparez mon oiseau. Von Klug hésite, puis acquiesce d'un grognement. Prenez Schultz et 2 autres. Formation stricte cette fois. Et Weber. Pas de folie. Où c'est la cour martiale qui vous attendra à la base? Dehors, le chaos s'organise. Sirènes hurlant, mécanos poussant les Bf-109 vers la piste malgré la boue. Hans grimpe dans son cockpit rafistolé à la va-vite, le moteur tout sautant avant de rugir. Les jauges clignotent, huile basse, munitions rechargées à la hâte avec des cartouches MGFF fraîches. L'escadrome décolle en ligne, 409 filant vers l'est, le soleil maintenant haut perçant les nuages. À 2000 mètres, les La-5 apparaissent, silhouettes trapues, ailes larges pour le tournoyant. Leurs hélices, 4 pales, mordant l'air, avec un ronflement menaçant. Leurs pilotes, des transfuges de l'école de Stalingrad, volent en couple aguerri, canon VWIA-23 de 23 mm près. Engagement à 10 heures,
Signale Schultz dans la radio, sa voix tendue. Hans mène la formation, respectant l'ordre pour une fois, mais son sang bout. Un La-5 pique sur eux, ses balles traçantes zébrant le ciel. Hans vire en paire avec Schultz, leur MG-17 répondant en chœur. Le duel s'engage. Un La-5 explose, sous une salve précise, débris pleuvant comme de la grêle. Mais un autre colle à la queue de Hans, ses canons tonnants. L'impact secoue le 109, arrachant un morceau d'empennage. La douleur fuse dans son épaule, une esquille. Mais il inverse en tonneau, alignant l'assaillant. Le tir est fatal. Le moteur soviétique s'embrase, l'avion partant en vrille vers les pins en dessous. 2 kills rapides, mais les La-5 contre-attaquent en force, forçant la formation allemande à slalomer. Von Klug, resté au sol, hurle dans la radio « Tenez bon, renforts en route !» Hans sent la sueur couler, le sang de sa joue rouvrant sous la G-force. Un 3e La-5 le frôle, ses balles perçant le réservoir, carburant fuyant en filet. L'alarme hurle, le cockpit s'emplissant d'une odeur âcre de glycol. Il doit choisir, poursuivre ou fuir. Les soviétiques, sentant la faiblesse, pressent l'attaque, leur moteur grondant comme une horde. Pourtant, au milieu du tourbillon, Hans aperçoit une ouverture, un La-5 isolé, pilote distrait. Ignorant l'ordre une fois de plus, il plonge, le cœur battant la chamade. Le combat s'intensifie, les explosions se succédant, mais les ombres du commandement planent toujours, et le rapport à Berlin attendra ses comptes. Le ciel, ce 22 juin, n'offre aucun répit. Hans pousse le manche en avant, son Messerschmitt Bf 109E jaune 7, plongeant comme une pierre dans le ciel tourmenté au-dessus de Dunaburg. Le moteur Daimler-Benz DB601A hurle sous l'effort, injectant une dernière dose de méthanol pour contrer la perte de puissance due au réservoir perforé. Le carburant fuit en traînée scintillante derrière lui, une queue de comète éphémère qui trahit sa position aux 5 La-5 soviétiques restants. Ces chasseurs, avec leur moteur radio Shvetsov H-82 rugissant à 1850 chevaux, sont des bêtes tenaces. Conçus pour les fronts orientaux, ils excellent dans les virages serrés. Leurs ailes trapues, supportant des charges de canon VY-23, de 23 mm capables de déchiqueter un avion en une salve. Leurs pilotes, des survivants endurcis de l'école aérienne de Voronej, volent en meute instinctive, leurs casques en cuir luisant sous le soleil de midi qui perce maintenant les nuages bas. « Weber, remontez, votre oiseau est touché !» La voix de Schultz craque dans la radio Fug-16, un mélange de panique et de frustration alors que son propre Bf 109 vire pour couvrir l'aile droite. Mais Hans n'écoute pas. L'ouverture est là. Ce La-5 isolé qui a commis l'erreur de s'éloigner du groupe pour un tir opportuniste. Vous sentez le vent siffler contre la verrière fissurée, les éclats de verre encore incrustés dans le cadre mordant l'air, entrant en rafale, tandis que le sang de sa joue entaillée goutte sur le manche, rendant sa prise glissante. Le cockpit est un four. L'odeur âcre du glycol fuyant du radiateur se mélange à celle du métal chaud et de la sueur, et l'alarme de surchauffe hurle comme une sirène stridente, couvrant presque le vrombissement des moteurs ennemis. Le La-5 grossit dans le viseur gyroscopique Révi C-12D, sa silhouette trapue avec l'étoile rouge sur le fuselage, se découpant contre les pins sombres en dessous. Hans presse la détente d'un geste fluide, libérant une rafale courte du canon MG-FF de 20 mm et des mitrailleuses MG-17 de 7, 92 mm. Les projectiles mordent l'empennage soviétique, arrachant des étincelles et du tissu tendu qui claque comme un fouet. Le pilote ennemi, un lieutenant de l'escadron 207 IAP, peut-être un ancien de la bataille de Khalkhin-Gol, réagit en virant brutalement, mais c'est trop tard. Une seconde salve touche le moteur, et le Shvetsov explose en une gerbe de flammes orangées, l'huile et les débris volant comme une averse de ferraille. L'avion soviétique bascule en vrille incontrôlée, sonner le sol dans un craquement sourd qui fait trembler la terre des plaines lettonnes, soulevant un nuage de poussière et de feuilles mortes. 3e kill de cette sortie, 10e au total depuis l'aube. 11 minutes de chaos pur. Les 4 La-5 restants convergent comme des vautours, leurs canons VY-23 tonnant en chœur.
Une salve frôle Hans par le travers, percutant l'aile gauche avec des impacts qui résonnent comme des coups de masse sur une enclume. Le 109 frémit, un morceau de longeron se tordant avec un grincement métallique audible même par-dessus le vacarme. « Contact sur la queue !» crie Schultz dans la radio, son avion piquant pour intercepter. Mais un La-5 plus rusé se colle à Hans, ses balles traçantes, zébrant le ciel en lignes vertes luminescentes du phosphore soviétique conçu pour les repérer dans la brume. Hans initie un tonneau inversé, le monde culbutant dans un tourbillon de gris et de bleu, les forces G écrasant sa poitrine comme un étau. Son épaule blessée hurle de douleur, une esquille de métal s'enfonçant plus profondément. Mais il émerge sous l'assaillant, inversant les rôles en un clin d'œil. Le tir est instinctif. Une bourrasque du MGFF déchire le ventre du La-5, touchant les réservoirs auxiliaires. L'explosion est contenue au début. Une boule de feu compacte qui enveloppe le cockpit, puis l'avion se disloque en vol, des ailes se détachant comme des pétales carbonisés avant de plonger vers la Daugava en feu. 4e kill. Les soviétiques paniquent. Leur radio interceptée par les postes allemands au sol crachote des ordres frénétiques en russe. « Otevle quitte, ego. On ne peut pas le laisser filer !» Un des pilotes, un sergent chevronné aux commandes d'un La-5 marqué d'une bande blanche, survivant des purges de 1938, tente une attaque frontale, fonçant droit sur Hans à 505 km/h, ses mitrailleuses Bérésine BS de 12, 7 mm crachant une tempête de plomb. Hans ne cille pas. Il grimpe en chandelle verticale, le moteur protestant avec un râle aigu, alors que le carburant raréfié force les soupapes. À l'apex, il inverse en un split S impeccable, tombant sur la queue de l'ennemi comme un faucon sur sa proie. Vous imaginez la sueur coulant dans vos yeux, brouillant la vue, le cœur un tambour de guerre tandis que le viseur s'aligne enfin. La salve est fatale. Les balles labourent le fuselage, pulvérisant les commandes. Le La-5 vacille, son pilote luttant en vain avant de partir en tonneaux incontrôlés, s'écrasant dans un marais boueux avec une explosion étouffée par la vase. 5e kill de cette vague, 11e global. 13 minutes depuis le décollage initial. Le ciel s'éclaircit un instant, les nuages se déchirant pour révéler un soleil impitoyable. Mais les deux La-5 survivants se replient vers l'est, leur moteur fumant traînant des queues noires. Schultz rejoint Hans, son Vert 3 volant en formation lâche. Incroyable, Weber, 5 de plus. Mais regardez votre réservoir. La radio de von Klug depuis la base tonne. Formation, rentrée maintenant. Les renforts I-16 sont signalés au nord. Weber, c'est un ordre direct du Gruppenkommandeur. Hans jette un œil au tableau de bord. Le carburant clignote à zéro, l'huile bouillonne et le radiateur fuit comme une plaie ouverte. Son avion tremble, un sifflement aigu indiquant une fuite dans le capot moteur. Il vire vers l'ouest, slalomant pour éviter les tirs sporadiques des La-5 en fuite, mais l'épuisement le rattrape. Sa vision se trouble. Le sang de son visage et de son épaule formant une mare poisseuse sur le siège. En bas, les lignes allemandes avancent. Des Panzer III roulent sur les routes défoncées, leurs chenilles broyant les débris des convois soviétiques pulvérisés par les Stuka. Les explosions distantes des obus d'artillerie, des PAK-36 de 37 mm contre des T-26 russes, ponctuent l'horizon comme un feu d'artifice macabre. Hans atterrit en urgence sur une piste auxiliaire près de la ligne de front, les roues patinant dans la boue avant de s'immobiliser dans un nuage de terre. Les mécanos accourent, mais von Klug est déjà là. Hélicoptère Flettner FL 282 en approche pour l'évacuation. Vous avez sauvé la couverture aérienne, Weber. 11 kills en une matinée. Mais cette désobéissance répétée. Berlin exige un rapport. La cour martiale plane, ou la légende. Hans descend, soutenu par Schultz, son corps un amas de douleur et de triomphe amer. Les sirènes hurlent à nouveau. Une vague de I-16 Rata, ces biplans agiles avec leur moteur M63 radio, surgit du nord, menaçant l'escadron épuisé. La bataille du 22 juin n'est pas terminée.
Elle s'étend comme une ombre sur l'invasion entière, et pour Hans, les comptes avec le commandement ne font que commencer. Le vent porte déjà les premiers grondements d'une contre-attaque plus vaste, rappelant que chaque victoire cache un prix inévitable. Les sirènes de la base auxiliaire hurlent comme des banshees, déchirant l'air chargé de poudre et de boue fraîchement remuée près de la ligne de front lettonne. Hans Weber, soutenu par les bras solides de Schultz, titube hors du cockpit rafistolé de son jaune 7, le Messerschmitt Bf 109E, gémissant encore dans son agonie mécanique. Le moteur fume, un filet de glycol, s'échappant du radiateur perforé comme une veine ouverte, et les mécanos, des réservistes polonais aux mains noircies de graisse, accourent avec des seaux d'eau et des chiffons, leurs cris en allemand approximatif se perdant dans le chaos. Le soleil de midi, impitoyable, frappe son visage entaillé, faisant couler à nouveau le sang tiède qui trace des sillons salés jusqu'à son menton. Vous sentez cette brûlure fantôme, l'air poisseux collant à la combinaison trempée, tandis que l'odeur âcre de caoutchouc brûlé et de métal fondu envahit vos narines. Von Klug descend du Flettner-Fell 282, qui s'est posé en urgence, ses rotors bipoutres encore tournoyant dans un vrombissement décroissant. Son uniforme kaki est maculé de terre, et ses yeux, durs comme l'acier des obus, se posent sur Hans avec un mélange de fierté réticente et de colère contenue. Lieutenant Weber, vous êtes un aimant à ennui. 11 confirmés, 5 MiG, 3 Yak, 3 La-5. Le rapport est déjà en route pour le quartier général de la Luftwaffe à Minsk, mais c'est I-16 qui approche. Ils sont pour l'escadron restant. Vous, au poste de commandement, immédiatement. Sa voix coupe comme un ordre de tir, mais Hans perçoit la fissure. Le major, vétéran de la Blitzkrieg en Pologne, sait que la désobéissance de Hans a sauvé la couverture aérienne pour les Panzers du groupe d'armée nord, ces divisions blindées qui roulent inexorablement vers Riga, broyant les T-34 soviétiques, isolés sous leurs chenilles larges. Schultz aide Hans à s'asseoir sur une caisse de munitions vide, près d'une tente de fortune flanquée d'un canon anti-aérien, Flak 30 de 20 mm, dont les servants chargent fiévreusement des chargeurs en bande. Au loin, le ciel s'assombrit. 8 Polikarpov PIM-16 Rata, ces biplans trapus avec leurs moteurs radio M63 grondant comme des essaims d'abeilles enragées, surgissent des nuages bas au nord. Leurs ailes hautes et leurs trains rétractables les rendent agiles en dogfight serré, héritage des combats en Espagne où les républicains les ont opposés au Heinkel 51 allemand. Les pilotes soviétiques, souvent des volontaires de l'escadron 71 IAP, basé à Kaunas, volent bas pour éviter les radars Würzburg primitifs des Allemands, leurs mitrailleuses SKS de 7, 62 mm prêtes à mitrailler les lignes. L'escadron JG-54, ce qui en reste, 7 Bf-109 cabossés, mené par le lieutenant Schultz dans son Ver 3, décolle en urgence de la piste principale. Leur moteur Daimler-Benz DB 601A rugissant contre la boue. Von Klug attrape un micro relié au réseau radio. Port épique, engagez en paire, couvrez les flaques au sol, pas de poursuite au-delà de la ligne. Les I-16 piquent, leurs silhouettes anguleuses zébrant le ciel comme des couteaux. Une salve de SKS crible une batterie anti-aérienne proche, faisant exploser un projecteur avec un flash aveuglant, et des éclats de ferraille pleuvent sur la tente. Hans se redresse malgré la douleur lancinante à l'épaule où l'esquille de métal s'est enfoncée comme un crochet. « Air Major, laissez-moi voler, mon avion !» Von Klug le plaque au sol d'une main ferme. « Non, vous avez assez fait pour aujourd'hui, regardez. » De sa position, Hanzo voit le balai mortel se dérouler. Un I-16 fond sur un Bf-109 isolé, ses balles traçantes filant en lignes oranges. Le pilote allemand, un sergent de la JG-54, fraîchement arrivé de l'école de Fürstenfeldbruck, vire trop tard, et son avion explose en une boule de feu compacte, débris volant comme des braises dans le vent. « Bleu, 6 down !» crie la radio. Un hurlement statique qui fait grincer les dents de Hans, mais l'escadron réagit.
Schultz boucle un virage couché, alignant un rata avec son viseur, et une rafale de MG-17 déchire l'aile biplan, envoyant l'I-16 en vrille fumante vers un champ de blé piétiné. Les Flak 30 tonnent en dessous, leurs obus explosifs traçant des nuages noirs dans le ciel, en abattant un autre qui s'écrase près des lignes. Son pilote, un jeune cosaque de l'armée rouge, s'éjectant en parachute, atterrissant pour être capturé par une patrouille SS. Le combat dure 5 minutes infernales, moteurs hurlant, balles sifflant comme des essaims et explosions ponctuant l'air comme des coups de tonnerre. 3 I-16 s'abattent, leurs épaves marquant la terre de cratères fumants, mais 2 Bf-109 rejoignent les pertes, l'un forcé à l'atterrissage, l'autre pulvérisé en vol. Les survivants soviétiques se replient, leurs biplans cabossés filant vers l'est, laissant derrière eux un ciel strié de traînées noires. Von Klug expire lentement, allumant une cigarette d'une main tremblante. 4 kills pour nous, 3 pertes. Pas mal pour une défense improvisée. Mais Weber, votre folie a inspiré ça. Les garçons vous suivent comme un totem. On embarque Hans dans un Kübelwagen Mercedes, direction le quartier général avancé à 20 km à l'ouest, où un médecin de la Wehrmacht, un capitaine aux lunettes fendillées, extrait l'esquille d'une main experte sous anesthésie locale qui engourdit à peine la douleur. Tandis que les sutures se referment, un officier de la Luftwaffe arrive, un major du personnel de Hermann Göring lui-même, avec un dossier marqué « Urgent, Barbarossa aérien ». Lieutenant Weber, votre rapport. 11 victoires en une matinée. Une prouesse digne de Marseille ou de Mulder. Le Reichsmarschall a été informé, mais la désobéissance aux ordres de formation. Le Führer exige la discipline absolue pour cette campagne. Von Klug plaide pour vous. Il dit que votre manœuvre suicidaire a brisé l'escadrille soviétique avant qu'elle ne frappe les Ju-87. Résultat, les Stuka ont bombardé sans perte et le pont de Daugavpils est à nous. Hans, allongé sur une table de camp, sent le poids de ses mots comme un harnais trop serré. Dehors, la nuit tombe tôt sur les plaines. Les projecteurs des Panzers balayant l'horizon ou des feux de camp soviétiques clignotent comme des yeux hostiles. « Et la punition, Air-Major » demande-t-il, la voix rauque. L'officier sourit finement, un sourire de bureau berlinois. « Aucune. Au contraire, promotion à Oberleutnant et la croix de chevalier avec feuille de chêne. Mais une condition. Et pas de plus de loups solitaires. L'Est n'est pas l'Ouest. Ici, c'est l'usure, pas l'acrobatie. Rapportez à votre escadron demain. La poussée vers Leningrad continue. » Des jours passent en un tourbillon. Réparation frénétique sur les Bf-109, briefing sur les nouveaux Il-2 Sturmovik soviétiques, ces bouchers volants avec leurs canons NS-37 et des sorties où Hans mène en formation stricte, abattant 2 Yak-9 supplémentaires sans désobéir. Mais la gloire est éphémère. Les hivers russes approchent, et les rapports d'intelligence parlent de renforts massifs. Des milliers de Lavochkin La-5 et Yak-3 en production à l'Oural. Von Klug, autour d'un feu de camp un soir pluvieux, tape l'épaule de Hans. Vous avez changé la donne ce 22 juin. 5 en 9 minutes, puis 6 de plus. Une légende, mais rappelez-vous, chaque kill coûte un morceau de vous. Hans hoche la tête, fixant les flammes qui dansent comme les explosions de ses rêves hantés. Sa fiancée à Berlin recevra une lettre « Je vis et je combats pour nous ». Mais il sait que la manœuvre suicidaire n'était qu'un éclair dans la tempête. L'opération Barbarossa s'étend, un géant endormi se réveillant sous les bottes allemandes, et les sacrifices humains, erreurs, peurs, choix sous pression, tissent le fil de cette guerre sans fin. Au loin, un moteur vrombit, une nouvelle mission, un nouveau ciel chargé de menaces. Pour Hans Weber, le prix de la désobéissance est la vigilance éternelle, et le ciel, ce témoin impitoyable, n'oublie rien.